Imaginez un seul instant, alors que vous êtes en séance, si vous êtes un professionnel de l'accompagnement ou alors si vous êtes en train d'aider une personne qui vous est chère. Et à ce moment-là, la personne a les palpitations qui augmentent, peut-être que son corps se met à trembler, peut-être que elle commence à ressentir énormément de peur, les émotions la submergent. Et là, parfois même, elle peut peut-être tomber dans les pommes. Vous faites quoi? C'est une vraie question que je vous pose. Et justement, aujourd'hui, on va parler de ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, je vais vous aider vraiment à savoir comment réagir lorsqu'une personne face à vous vit une véritable crise. Parce que je me suis rendu compte que peu de personnes étaient sensibilisées au fait de comment savoir réagir dans cette situation qui peut réellement être une situation d'urgence. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été pendant 15 ans policier, donc pendant 10 ans en unité opérationnelle, j'étais sur le terrain, et pendant plus de 5 ans, j'étais formateur spécialisé en maniement des armes, en secourisme, et notamment, j'ai été le premier instructeur en préparation mentale au sein de la police française, et j'ai formé plus de 1000 officiers et commissaires de police. Donc autant vous dire que les situations d'urgence, à la fois quand j'étais policier de terrain, j'en ai vécu, je ne vais pas dire des dizaines, mais ça sera plutôt des centaines, des situations où vous êtes face à une victime qui est dans un état de sidération, comme traumatisée, une personne qui est avec une fracture ouverte. Vous imaginez un petit peu des victimes qui peuvent être dans différentes situations, ou même parfois des auteurs de violences, des auteurs d'infractions qui eux-mêmes sont dans des états où ils sont un peu hors d'eux-mêmes. Comment on fait concrètement pour intervenir auprès de ces personnes-là? Et pareil, je me souviens aussi d'une situation où une personne, alors là j'étais en école de police, à l'école des officiers, et là j'arrive dans le couloir, pas loin des bureaux des formateurs, et je vois une personne allongée à terre avec 5-6 personnes autour d'elle en train de vouloir bien la rassurer, en tout cas en tentant de prendre soin d'elle. Et en fait, cette personne-là était en train de faire une crise d'angoisse avec une grosse tachycardie et puis une sorte de surenchère émotionnelle parce que elle ressentait ça, elle voyait ses amis qui essayaient de la rassurer, mais au final, ça amplifiait tout. Et donc là, je suis intervenu sur cette situation et c'est vrai que j'ai mis en place un certain nombre de choses que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo parce que pour moi, même si on est dans un milieu où justement on va accompagner des personnes, donc on peut être coach, thérapeute, préparateur mental, psychologue ou même manager ou formateur ou entraîneur, peu importe. On peut être amené à être face à des situations comme ça qui sont des situations d'urgence. Et si vous n'y êtes pas préparé mentalement, si vous n'avez pas réfléchi à la façon d'intervenir sur ce genre de situation, eh bien, quand vous êtes face à une situation d'urgence, vous risquez d'être complètement démuni, complètement désemparé et finalement d'avoir un rôle qui est complètement inutile. Alors, ce qui est important déjà à définir, qu'est-ce qu'une crise? Lorsque j'appelle une crise, lorsque l'on accompagne une personne, qu'est-ce que c'est finalement et surtout, qu'est-ce que ça n'est pas? On va déjà commencer par ce qui n'est pas, selon moi en tout cas, une véritable crise. C'est lorsque la personne, elle est perdue, elle est dans ses pensées, elle va être, comment dire, parfois elle va manquer de volonté, parfois même elle va dérouler son histoire un peu en mode pilote automatique. Et là, parfois, j'ai certaines personnes qui me disent, oui, mais tu vois, là, elle est en crise émotionnelle parce qu'elle est en train de pleurer, parce que là, on est sur des réactions émotionnelles, mais j'aurais pas forcément envie de parler de crise parce que la crise, il y a vraiment cet état où la personne se rend compte plus ou moins de sa situation, mais n'arrive pas à réagir, n'arrive pas à reprendre les rênes, à reprendre la maîtrise de sa situation. Donc finalement, vous avez vu, hein, ce qui n'est pas, selon moi, ce que je vais appeler en tout cas dans cet épisode, la crise. Et selon moi, ce qui est une crise, c'est lorsque le système nerveux il est complètement en mode survie. Et là, on est sur des états émotionnels plus. Vous voyez, je me souviens comme ça oui, d'une personne qui, lorsqu'on lui avait annoncé qu'un de ses proches était décédé d'un accident, il était en crise, mais bizarrement, il n'y a rien d'extérieur qui pouvait... Enfin, il s'est pas mis à pleurer, il s'est pas mis à hurler, il a pu bouger en fait. Et là, moi, j'ai tout de suite vu qu'il est, comme on appelle, dissocié. C'est-à-dire que son corps et son esprit sont vraiment dissociés. Il n'avait plus conscience du moment. En fait, c'est tout simplement, hein, c'est comme si l'inconscient avait servi de fusible, c'est-à-dire qu'il avait disjoncté, en fait. Et des fois, on peut avoir des gens qui partent en tremblement, des gens qui sont dans des situations comme ça un peu particulières. Je me souviens comme ça d'une séance de relaxation, parce que là, on parle quand même de l'accompagnement. Sur une séance de relaxation, donc il y avait une vingtaine de personnes.
Et j'amène les personnes dans cet état de relaxation pour se récupérer physiquement, mentalement. Il y avait différents, comment dire, policiers issus d'unités différentes. C'est pas forcément parce que même quand on est en école de police, j'avais des policiers qui étaient, pour certains, des anciens du RAID, de la BRI, de commissariat, de services de protection, un peu tous les services finalement, des stupéfiants, etc. Et d'autres personnes qui étaient des étudiants en fait et qui sortaient de la fac et qui étaient plus jeunes. Donc on avait vraiment tout type de personnes. Et là, je me souviens sur cette séance de relaxation où cette personne-là, ça faisait des mois qu'il n'arrivait pas à se détendre. Et là, il s'autorise à se détendre. Mais le fait de s'être détendu, ça a relâché à un niveau émotionnel. Et il avait tellement pas l'habitude de se détendre à ce point-là parce que là, il m'avait fait confiance. Donc, il s'était autorisé à lâcher prise finalement. Parce que c'est ça, hein, quand on se détend, on s'autorise à lâcher prise. En fait, là, il a eu une réaction émotionnelle et hop, il a sursauté. C'est comme si son système nerveux lié à son inconscient lui disait: «Attends, il se passe un truc d'anormal justement, tu es détendu et ce n'est pas normal». Donc là, boum, il a sursauté un petit peu comme si c'était un système d'alerte. Et là, il m'a regardé et il s'est levé complètement apeuré. Et là, je vous dirai comment justement je suis intervenu près de cette personne-là, parce que là, il y a deux possibilités. Soit justement, on aide la personne à se calmer, à se stabiliser, soit par nos gestes, nos actions, notre façon de parler, notre façon d'être, eh bien, on va pouvoir amplifier cette situation et finalement, ça risque d'être problématique. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'une personne a le système nerveux comme ça qui est en vrac qu'elle a forcément un trauma qui arrive. Et c'est la même chose avec la personne qui va avoir comme ça une sorte de traumatisme qui peut refaire surface. Je vais vous dire vraiment comment faire pour justement gérer par rapport à ça. D'ailleurs, la question que je vous pose avant que je vous dise comment faire, vous feriez comment? Concrètement, qu'est-ce que vous feriez face à une personne qui, comme ça, vous l'avez amenée dans un état modifié de conscience, vraiment pour se détendre, et boum, elle sursaute, elle est comme apeurée, et puis elle regarde les yeux dans le vide un peu, et vous feriez quoi concrètement? Alors, le piège à éviter, c'est tout de suite d'aller sur la personne, un petit peu comme cette dame là, qui avait fait une crise d'angoisse dans le couloir face à mon bureau quand j'étais formateur. Et puis le risque, c'est que tout le monde a voulu l'aider, mais en fait, ils étaient plus en train de l'étouffer qu'autre chose. Donc, le risque, c'est de vouloir tout de suite apporter une solution, de vouloir sauver, de vouloir porter secours très rapidement, mais en fait, en voulant s'approcher de la personne et on a finalement un effet un peu intrusif et finalement ça crée plus d'angoisse qu'autre chose. Donc là, ce qui est important, et d'ailleurs il y a des phrases qui sont pour moi, je dirais pas interdites, mais avant même de parler, ça va être votre posture qui va avoir un impact direct sur la relation que vous allez créer avec la personne qui est dans cet état de crise. Et parce que des fois on pense déjà à parler, et il y a des phrases qui pour moi entre guillemets pourraient être interdites. Ça serait comme celle de: bah, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi dis-moi ce que tu as. Parce que là, on va aller solliciter le niveau de la réflexion, le néocortex finalement, alors que la personne, elle a une perturbation au niveau émotionnel. Elle n'arrivera pas forcément à mettre des mots MOTS sur les mots MAUX qu'elle est en train de vivre. Donc là, avant de chercher à comprendre, ça sera ce qu'on pourra faire éventuellement par la suite. Mais là, dans cette situation d'urgence-là, il y a des choses à ne pas dire comme: qu'est-ce qui t'arrive, ou alors le fait de dire calme-toi, mais d'une façon un peu en mode injonction. Ça, le risque, ça va être d'énerver encore plus la personne ou de l'agiter encore plus émotionnellement. Un petit peu comme quelqu'un qui est en colère, tu veux dire mais calme-toi. Ça fait tout sauf calmer la personne, parce que si vous lui dites calme-toi, ça veut dire qu'elle n'est pas au fond calmée, donc vous avez détecté sa colère et donc ça peut aussi la mettre en réaction encore plus. Donc tout ça, c'est des phrases qu'il faudront selon moi éviter. Et avant toute chose, donc, quand je vous dis c'est votre posture qui va être décisif sur votre façon d'intervenir, avant toute chose, la règle numéro 1, c'est de prendre de la hauteur vis-à-vis de vous-même et de regarder déjà votre tableau de bord. Donc, c'est pour ça que dans l'Académie de puissance mentale, lorsque je forme des coachs en puissance mentale, les personnes, on travaille beaucoup sur la posture à l'aide de certaines stratégies de préparation mentale, parce que, un petit peu comme un athlète de très haut niveau, lorsqu'on intervient sur une situation comme ça, une situation critique, ça va être important d'être vigilant par rapport à sa posture. Donc, hop, je prends de la hauteur, où est-ce que j'en suis? Parce que si vous êtes en mode énervé, vous allez communiquer de la nervosité. Mais attention, inversement, si vous arrivez avec un niveau d'énergie trop bas, la personne, elle va peut-être penser que,
pas que vous vous moquez d'elle, mais en tout cas, elle va estimer à sa juste valeur le niveau de crise qu'elle peut vivre intérieurement. Imaginez, la personne est en train de faire une crise d'angoisse et vous êtes là: «Ça va aller, calme-toi, mais non, il y a pas de raison». Donc tout ça là, ce genre de non, le but c'est d'être, à la fois dans un bon niveau d'énergie et ça s'apprend, en étant aussi ferme, mais évidemment bienveillant, d'accord? Donc vous allez donc là, je me souviens, par rapport à cette personne-là qui était en crise d'angoisse et où il y avait ses 4-5 potes là, 5-6 potes qui étaient autour d'elle, qui voulaient l'aider et là, je suis arrivé, je suis: «OK, bougez pas, je vais m'en occuper, donc vous pouvez juste lui laisser un petit peu d'espace, s'il vous plaît?» Vous voyez, je suis ferme, je suis assertif, je dis les choses et je suis à la fois calme, d'accord? Parce que dans une situation de crise et croyez-moi, j'en ai vécu assez pour, avoir pu, comprendre ça et discerner ça, on va plutôt suivre la personne qui est calme et en maîtrise et qui va naturellement dégager du leadership que la personne qui va être complètement excitée du bulbe. On va plutôt suivre la personne en disant lui, on va le suivre parce qu'il a la solution, il semble calme, convaincu et il va dans la bonne direction. Donc là, la première chose, c'est à s'observer. Ensuite, lorsque vous allez intervenir près de la personne, eh bien, c'est déjà dans votre façon d'être, de lui faire comprendre que ce qu'elle vit, c'est normal. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, je me souviens aussi une autre séance comme ça où j'avais eu, là, sur le coup, c'était avec des militaires. Quand j'étais en formation chez les militaires, là, j'avais fait une séance de relaxation. Et à un moment donné, je suis en groupe 15-20 et la personne, elle revient à un niveau d'éveil, elle se lève et puis elle commence à bouger dans tous les sens comme s'il était dans un rêve, en fait. Et moi, j'arrive près de lui et je fais comme ça un petit signe de tête. Pour ceux qui m'écoutent sur le podcast, vous ne verrez pas, je le montre sur la vidéo YouTube, mais je fais un petit signe de tête en disant cool, ça va. Voilà. Je dis pas grand-chose en fait, mais je normalise la situation en lui montrant que j'ai la situation bien en main, alors qu'à l'intérieur, je me dis oh putain, là c'est le bordel. Et je dis s'il commence à faire le bazar alors que j'ai une quinzaine de personnes qui en séance de relaxation, ça risque d'être le bordel. Sauf que lui, il le voit pas. Je m'approche de lui en lui montrant que je suis calme et aussi structuré et cadré, et je lui indique qu'il peut s'asseoir tranquillement et que je lui fais un signe de pouce comme si voilà, ça va aller, t'inquiète pas, c'est parfait quoi. Donc tout ce qui arrive est normal et c'est important ça. Finalement, c'est pas ce que vous allez dire, c'est la façon dont vous allez le dire qui va amener du calme et de la sérénité chez la personne. D'accord? Donc ça, c'est vraiment essentiel et ça va réellement impacter votre posture. C'est comme, vous pouvez aller très bien écouter aussi l'autre épisode du podcast où je disais que une personne m'avait avoué un meurtre. En fait, c'était sur une séance de tir où la personne, à chaque fois qu'elle appuyait sur la détente, eh bien, et là je l'explique concrètement dans l'épisode de podcast, en fait, à chaque fois qu'il appuyait sur la détente, la déflagration lui ramenait un souvenir passé. Et donc là, il m'avait parlé du meurtre de ses parents. Et en fait, moi, quand je m'approche de lui, ma posture crée un climat de confiance et de sécurité qui fait qu'à ce moment-là, il se sent en confiance et en sécurité et il se livre à moi. Enfin, il se livre dans le sens où il me dit ce qui se passe, alors qu'auparavant, à d'autres collègues, il ne l'avait pas fait. D'accord? Donc ça, votre posture est fondamentale. Et quand vous êtes en séance d'accompagnement, mais même pour les gens qui sont dans le management, même quand vous êtes avec vos enfants, si vous arrivez et qu'ils sont en train d'hurler et que vous aussi vous hurlez, vous imaginez que vous n'avez pas la bonne posture et vous allez peut-être dire des choses à un niveau mental alors que la personne est en train de vivre une réelle crise au niveau émotionnel. D'accord? Donc c'est là que ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous approcher de la personne avec cette bonne posture en utilisant des outils spécifiques de préparation mentale notamment pour avoir ce calme et cette sérénité. Et ça, est-ce que j'étais comme ça au début quand j'étais policier? Non, vraiment pas. Par contre, j'ai développé cette compétence parce que je me suis rendu compte que la façon dont vous intervenez, mais que ce soit face à une victime ou même face à un voyou, elle va enclencher une réaction qui va être complètement différente. Moi, je me suis vu face à des voyous où certains ils disaient ouais, moi non, je te suivrai pas, etc. au commissariat, et pourtant ils avaient commis une infraction. Là, si vous vous énerviez, bah, ça partait en sucette, c'est-à-dire que la personne s'énervait, vous aussi, et ça finissait en bagarre. Et après, il était emmené pour outrage, rébellion, violence, etc. Alors que si vous arriviez et que vous disiez à la personne, écoute, je sais ce qui s'est passé, tu veux pas nous suivre, peut-être, maintenant je t'invite vraiment à nous suivre, parce que si tu ne nous suis pas, on va être contraint de t'y emmener. Et si vous le dites d'une façon calme, posée et déterminée, 9 fois sur 10, ça change la donne. Dire, ok, moi je suis pas là pour juger ce que tu as fait, je suis là pour comprendre ce que tu as fait. Et tu vas nous suivre maintenant et on va en discuter tranquillement avec l'officier de police judiciaire. Donc vous voyez, dans la façon d'intervenir, ça change tout en réalité. Et ça, mettez-vous dans la peau
Donc là, si on revient sur le cas ce que je vous amène comme ça des situations d'urgence que j'ai pu vivre dans des situations un peu extrêmes. Mais si on se remet dans le cadre de l'accompagnement et du coaching, imaginez vous êtes en train de il y a comme ça un souvenir passé qui est revenu et qui vous fait fortement pleurer, peut-être des réactions corporelles, etc. Si vous avez face à vous une personne qui est calme, posée, vous avez le sentiment qui vous guide, un peu comme un guide de haute montagne qui vous montrerait la bonne voie, là, les choses, elles sont complètement différentes. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, dans l'Académie de puissance mentale, j'ai créé une trousse de secours. Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans différentes situations? Parce que ça, je me suis rendu compte que dans la plupart des écoles, pour pas dire toutes les écoles, d'accompagnement et de coaching, on ne le forme pas à ça, tout simplement parce que les formateurs n'ont jamais vécu ça en fait. Et moi, ayant été confronté à toutes ces situations-là, nécessairement, j'ai aussi un bagage d'expérience qui est intéressant et que j'enseigne au sein de l'Académie de puissance mentale. Donc, ce qui va être important, je le rappelle, ça va être numéro un, donc votre posture, et ensuite le cadre. Quand je dis le cadre, qu'est-ce que vous allez dire et comment vous allez le dire? Et ce qui va être important, c'est de comprendre que vous allez orienter la personne, vous allez orienter le focus de la personne en fonction des situations, hein. Là, c'est difficile aussi de vous enseigner des choses profondément sur un podcast, mais en tout cas, à la sortie de ce podcast, vous allez avoir un maximum d'informations. Mais moi, je me souviens d'une personne qui hurlait comme ça, j'allais dire qui hurlait à la mort, c'était un peu le cas, mais elle hurlait à la mort parce qu'elle avait une blessure vraiment à un membre où elle avait vraiment une grosse coupure et puis ça lui faisait vraiment mal. Donc là, moi, j'arrive avec ma posture et je lui dis, OK, c'est ici que tu as mal, c'est sur l'avant-bras que tu as mal. Elle me dit, oui, c'est là, c'est là. Donc là, qu'est-ce que je fais quand je dis ça? J'apporte de la considération, j'apporte de la valorisation. Je ne suis pas en train de lui dire, ça va aller, t'inquiète pas. Non, elle a son focus porté sur cette douleur-là. Et donc, si je nie ce focus-là, je risque d'être désynchronisé avec elle, c'est-à-dire qu'elle va me dire, non, mais lui, il comprend pas ce que je vis, donc elle va couper la rupture du lien que j'aurais voulu tenter de mettre en place avec elle. D'accord? Donc là, je dis, OK, c'est là que tu as mal, OK, ça marche, je comprends. Est-ce que tu as mal ici? Et là, j'indique avec mon doigt d'autres endroits. Si évidemment vous êtes un homme ou une femme et que face à vous il y a le sexe différent, le sexe opposé, je vous invite quand même à être attentif au fait de venir toucher comme ça. Alors je le montre sur la vidéo YouTube, mais si la personne a mal à l'avant-bras, moi j'avais touché au niveau du biceps et après au niveau de l'épaule. Mais j'avais vu qu'en approchant ma main, la personne elle n'était pas, choquée, outrée, etc. Parce qu'après ça peut être aussi, il y a des gens ils supportent pas qu'on les touche. D'accord? Donc ça c'est à vous de poser la question ou même de voir s'il y a une réaction ou pas. Mais quand on intervient en mode urgence, parfois, voilà, on utilise des choses qui sont un peu différentes de ce qu'on peut voir sur le papier. Donc là, la personne avait vraiment, je ne sais plus si c'était une fracture ouverte ou vraiment un truc très douloureux, en tout cas au niveau de l'avant-bras. Et donc là, je lui dis, OK, donc je comprends sur le fait qu'elle ait mal à l'avant-bras. Et après, en lui montrant d'autres endroits, elle me dit, non, là, ça va. Je dis, OK, je comprends. Et là, est-ce que tu as mal aussi? Non, ça va mieux, ça va mieux. Et en fait, en défocalisant son attention par rapport à sa douleur, elle avait une perception de la douleur qui a diminué et le calme est arrivé à l'intérieur d'elle. Et là, moi, j'ai amplifié ça. Je dis, voilà, c'est bien. Tu vois, le calme est arrivé à l'intérieur de toi. Tu peux être fier de toi. Bravo. OK, tu peux respirer si tu le souhaites tranquillement. Je suis là pour t'aider. Voilà. Et donc, on met un cadre qui est important. C'est-à-dire que, un, je le rappelle, et c'est important. Moi, je suis un enseignant, donc je répète sans cesse ce que je dis. Un, votre posture est fondamentale. Deux, vous allez apporter un cadre. Dans ce cadre, on va essayer de défocaliser. J'ai bien essayé parce que parfois, ça ne marche pas. Tout simplement. Donc, on teste ça. Si ça ne marche pas, on testera une autre technique. D'accord? Mais là, de défocaliser l'attention et dès que vous voyez que la personne a des signes de relaxation, de mieux-être, là, vous, votre rôle, ça va être d'amplifier ce que vous distinguez et de la féliciter et de la valoriser pour qu'elle monte en confiance en elle. Parce que souvent, quand on a des pertes comme ça de contrôle de soi, le risque, c'est de se sentir incompétent, d'avoir peur. Et pour diminuer cette peur, on va augmenter la confiance en elle en la valorisant. D'accord? La confiance en soi, c'est de croire dans sa capacité de gestion de cette crise. Donc là, le fait de valoriser. Alors, je vous le dis, j'essaie d'être le plus simple possible parce que ça demande des termes un peu spécifiques, mais j'essaie d'être le plus simple possible. Donc là, ça va être important de faire tout ça pour garder en synchronisation avec la personne, pour qu'elle suive vers là où vous allez la guider. D'accord? C'est-à-dire la guider vers le calme, vers relaxation, un peu plus de détente. Et attention, si une personne est en crise, donc en gros, elle est à 15 sur 10 de niveau de tension, des fois je dis, t'es tendu entre 0 et 10 à combien? Bon, bah là, la personne, des fois, elle peut être à 15, hein, d'accord? Donc là, l'idée, c'est de la descendre au maximum, mais vous allez
vous arriverez peut-être pas à être à 0 ou à 1. Le but, c'est de diminuer au maximum ce curseur de tension à la fois physique, nerveuse, émotionnelle, mentale, etc., de diminuer de plus en plus. Finalement, c'est vraiment ces techniques-là qui permettent à la personne de revenir dans un état où son système nerveux n'est plus en mode survie, mais on va activer finalement le système parasympathique. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Et comprenez bien que ce que je vous dis là, c'est vraiment quand on intervient à chaud. Donc si demain, vous accompagnez une personne, ça arrive. Vous savez, je pense que une crise comme ça arrive quand on est dans le monde de l'accompagnement, notamment si la personne ne fait pas attention, n'est pas vigilante sur les étapes qu'est en train de franchir la personne en face d'elle, c'est-à-dire qu'elle fait un peu au feeling ou alors elle veut être un peu trop, des fois, elle fait une sorte de projection et du coup, elle veut amener la personne dans un endroit où la personne accompagnée n'a peut-être pas envie. Donc là, au-delà de la posture, il y a aussi de l'éthique. D'accord? Donc là, on risque d'amener une personne en état de crise. Et ça, finalement, c'est vrai que c'est important de se former parce que sinon, on risque d'arriver sur des situations qui sont très compliquées. Donc là, on est sur la situation à chaud. OK? Et parfois, ce qui va être intéressant, c'est de débriefer sur la situation à froid. J'ai vu des situations où les personnes se sentaient un peu bêtes, un peu, comment dire, elles culpabilisaient, elles avaient un peu honte, etc. Donc là, lui faire comprendre qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est parce qu'il y a eu des éléments déclencheurs qui ont amené cette situation-là. Une personne qui a une crise d'angoisse, c'est parce qu'elle a des éléments déclencheurs qui amènent cette situation-là. Si on a une situation où on se sent figé, etc., c'est parce qu'il y a des éléments qui amènent ça. Et en réalité, ce qui va être important dans le débriefing, c'est que la personne comprenne, elle mette des mots MOTS sur ces mots MAUX, d'accord? Donc des mots sur ces mots, pour pouvoir remettre du sens par rapport à ça. Un petit peu comme des gens qui ont vécu un trauma. Souvent, c'est traumatisant parce que entre la façon dont ça s'est passé et la façon dont on aimerait que ça se soit passé, il y a tellement une distorsion, un écart que ça nous fait souffrir. On est dans l'incompréhension et des fois, on a même le sentiment de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Vous savez, moi, quand j'ai été policier, j'ai subi plusieurs traumatismes et il y en a quelques-uns que j'ai encore réglés il n'y a pas très longtemps de ça via un professionnel, hein, parce que même si aujourd'hui, moi, je suis un professionnel de l'accompagnement, j'ai aussi mes casseroles, notamment avec 15 ans de police. Autant vous dire que des situations à haut risque et qui ont été traumatisantes, j'en ai vécu quelques-unes, comme beaucoup de policiers ou beaucoup de personnes qui ont ce genre de métier-là. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que derrière tout ça, on va devoir remettre du sens, d'accord, de la compréhension et finalement en tirer une force. Donc, une personne qui a vécu une crise d'angoisse, plus vous allez lui faire comprendre ce qui s'est passé, les éléments déclencheurs, etc., et ensuite lui donner des moyens pour gérer cette situation-là, parce que des fois on se dit mais c'est pas normal. Moi j'ai même vu des gens avoir des crises d'angoisse et considérer qu'ils étaient fous ou qu'ils étaient folles en fait, alors que ça n'a rien à voir. Moi-même quand j'étais jeune et que j'avais une vingtaine d'années, quand j'étais à la fac de droit, je faisais mes études, j'avais des crises d'angoisse. À ce moment-là, j'avais un manque de confiance qui était incroyable, je tombais dans les pommes et je pensais que j'étais complètement taré en fait. Et en réalité, c'est pas ça. C'est juste qu'on m'avait pas appris à gérer mon stress et mes émotions et que j'avais un ancien programme qui, à chaque fois, dans une situation qui se reproduisait, eh ben, il faisait son apparition. Pareil, hein, j'ai parlé des programmes inconscients sur un autre épisode de podcast, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. J'explique pas mal de choses. Mais là, cet ancien programme-là, une fois que j'ai réussi à le transformer, parce que comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est la même chose avec un programme comme ça, qui est un programme entre guillemets neuro-émotionnel. Si on ne le transforme pas, et des fois on peut considérer que c'est comme une montagne, un truc énorme, alors qu'en fait c'est juste un petit caillou que vous avez dans la chaussure. Sauf que ce petit caillou dans la chaussure, marcher 10 mètres avec, ça va vous gêner. Marcher 100 km avec, ça va vous handicaper. C'est la même chose avec les programmes mentaux ou neuro-émotionnels que vous allez avoir, qui vous bloquent, qui vous freinent. Eh bien, si vous ne les transformez pas, et c'est pour ça que moi j'utilise le protocole, notamment le RNE, rééquilibrage neuro-émotionnel, pour transformer ce genre d'ancien programme. Pareil, j'en parle dans un autre podcast. Par rapport au podcast que vous écoutez aujourd'hui, ça doit être 5-6 podcasts en arrière, quelque chose comme ça. Donc, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que
de débriefer sur la situation de crise, parce que revenons à notre sujet principal, ça va aider aussi à la personne à remettre du sens sur ce qu'elle a vécu et du coup, elle va pouvoir se renforcer, elle va améliorer, elle va renforcer sa résilience et ça, c'est important. Et vous voyez, il y a quelque chose, moi, qui me fascine, c'est qu'aujourd'hui, alors on a vu le film Gourou où le gars, il a un problème de posture, ou Pierre Ninet qui joue très bien son rôle, au-delà du problème de posture, il est intrusif, il crée des situations où la personne, elle réagit plus en mode émotionnel qu'en mode raisonné. Et là, finalement, si on n'est pas correctement formé, si on n'a pas cette posture qui est juste, cette éthique qui est juste, on risque d'amener des situations où la personne peut se retrouver dans des situations de crise neuro-émotionnelle, comme je vous ai décrit auparavant, et après se dire merde, comment je fais? D'accord? Donc c'est pas grave, ça se gère très facilement. Maintenant, ça demande aussi voilà, un certain nombre de connaissances. Et c'est pour ça que c'est important de vous former. Ok, donc j'espère en tout cas que cet épisode vous a permis de prendre conscience de l'importance aussi lorsqu'on est face à des gens qui comme ça vivent des crises. Et puis vous savez, une crise, alors là je parle du monde de l'accompagnement, mais demain vous allez vous promener dans la rue. Si vous avez une personne qui fait une crise d'épilepsie, c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous dire pour l'accompagnement. Demain vous avez, je sais pas, un de vos enfants, un proche, quelqu'un qui vit une crise d'angoisse, une tachycardie, qui vient de vivre un choc émotionnel par rapport à ce que je vous ai, ne serait-ce que les petites clés que je viens de vous donner là, vous allez déjà être équipé mieux que peut-être 80% de la population. D'accord? Donc ça, c'est important de vous dire, tiens, donc une fois que l'épisode sera terminé, de vous dire, tiens, imagine, il se passe ça dans la rue, comment je pourrais agir? Imagine, tiens, mon client là, ou ma cliente, ou mon collègue, ma collaboratrice, ou peu importe, il réagit d'une façon comme ça. Comment je vais réagir? Et là, ce qui est intéressant, c'est même d'utiliser les techniques de préparation mentale pour vous préparer mentalement à ce genre de situation. Moi, c'est ce que je faisais aussi quand j'étais policier, c'est-à-dire que je me préparais mentalement à être face à des situations d'urgence. Et là, en fait, vous préparez votre cerveau à être face à des situations qui sont entre guillemets imprévisibles, sauf que là, on sait qu'on a préparé le fait d'être imprévisible. Pareil, j'en ai parlé sur d'autres épisodes et j'en reparlerai encore sur d'autres épisodes. Mais voilà, l'idée, c'est de savoir comment réagir lorsque vous avez face à vous un client, une cliente ou quelqu'un qui est important pour vous, qui fait une crise, et d'avoir les bons mots, la bonne posture, la bonne énergie pour pouvoir l'aider à résoudre au mieux ce qu'elle est en train de vivre. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous a plu, évidemment, et que vous écoutez jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à mettre un maximum d'étoiles sur Spotify, Apple Podcast. Si vous êtes sur YouTube, eh bien, vous pouvez commenter, me dire ce que ça vous a inspiré, peut-être aussi vous abonner et bref, mettre un petit like, etc. Tout ça, c'est pas grand-chose pour vous, mais moi, ça m'aide aussi à comprendre ce qui était important pour vous dans cet épisode. Et puis, vous pouvez le partager à quelqu'un pour qui vous pensez que cet épisode pourra être utile. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous et je vous dis à un autre épisode. Bye tout le monde.